De la passion, du talent, du culot, des opportunités de rencontre. Réunissez ces 4 éléments et vous pourriez, je dis bien vous pourriez peut-être rencontrer le même succès que Studio Bagel. Alors pour rappel, Studio Bagel, c'est une société de production et un collectif d'humoristes qui produit notamment pour le net et pour Canal+. Et pour nous parler de cette formidable aventure qui a démarré en 2012, où nous accueillons sur ce plateau le père fondateur de Studio Bagel, Lorenzo Benedetti, accompagné de Vanessa Brias, directrice de production, de Ludoc, directeur artistique et réalisateur, et Tariq Sidak, directeur écriture. Sidak, j'ai dit Sedak. Pourquoi j'ai mis un I? J'avais envie de mettre un I, mais c'est pas. On a inventé. Sedak, très bien. Tariq Sedak, directeur d'écriture du Dézapping. Alors, mieux que des mots, des images pour nous plonger dans l'univers du Studio Bagel, pour nous mettre dans le mood. Maestro, action. Bonjour à tous. On va vous passer un petit clip pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on fait. C'est juste un petit best-of un peu des vidéos qu'on a fait depuis 2 ans. Ça dure 90 minutes. Allez, au revoir. Ok, silence plateau, on va se la faire à l'ancienne. Nico, son, on est bon? Action! Tu rentres quand, papa? Allô? Lancez l'assaut! Lâchez le béton, Salama! Les brigands là-bas, il faut que j'aille les intercepter. Désolé, hein. Allez, je vais les avoir. Non, je suis désolée parce que je vais pas pouvoir coucher avec toi. Chérie, je suis rentré. Je suis désolé, j'ai changé. Je ne suis plus l'homme que tu connaissais. Les meufs, elles sont pas aussi faciles. Ah bon? T'es dans la friend zone, mec. Et on a aucun moyen d'en sortir. Tu me dégoûtes. Tu penses vraiment que je vais me faire embrouiller par une fille qui pense qu'à qui c'est ça? Coupe et décale. Merde! Je t'emmerde! Mon fils ne jouera plus jamais au boule. Il va bosser ici au garage avec son père. Voilà, donc ceux qui ne connaissaient pas se disent mais où je suis tombé. Donc oula, ce micro est très fort. Bonjour à tous, on est ravis d'être là avec mes petits camarades pour vous retracer un petit peu l'histoire depuis le début de Studio Bagel. On a préparé une petite présentation et ensuite j'espère que vous aurez des questions. C'est aussi pour ça que on est venus nombreux pour vous donner les différents aspects en fait, de l'équipe. On a l'écriture ici avec Tariq, on a la production avec Vanessa, puis on a la réalisation et la direction artistique avec Ludoc. Et moi, voilà, moi je pars en vacances. Voilà. Donc en fait, la genèse du Studio Bagel, c'est assez simple. Ça commence par la stratégie que YouTube décline en Europe, qui est une stratégie qui, en 2012, ils ont déployée aux États-Unis en investissant massivement sur les contenus. Ils ont investi 100 millions de dollars aux États-Unis, ils ont créé une centaine de chaînes. Et ils se disent qu'en Europe, il y a moyen de faire un peu la même chose et de déployer cette logique-là. Donc, ils vont sélectionner un certain nombre de producteurs pour leur présenter des projets. Dedans, il y a des producteurs installés, type Kappa, Endemol, Troisième Œil, etc. Il y a des producteurs qui sont plus indépendants, comme nous. Et après, il y a des pure players du web, comme auféminin.com, Marmiton, etc. Donc, on fait partie des 12 projets qui sont sélectionnés par YouTube. Et on se voit doté d'un espèce de Kickstarter de sous, à peu près un demi-million d'euros, et voilà, pour fabriquer une chaîne, voilà, et pour lancer des programmes. Mais avant tout, nous, ce qui nous amuse, c'est de faire les choses un peu différemment, et c'est justement avoir l'opportunité
de développer un média, et pardon pour ceux que ça va choquer, mais de dire un petit peu fuck à un système qui nous donne pas la possibilité, nous, producteurs indépendants, de nous exprimer, et à des talents aussi qui n'ont pas accès aux médias traditionnels. Et ce point commun, cette envie de vouloir faire les choses un peu différemment, on la partage tous avec ces talents-là, qui sont une bande d'humoristes qui sont déjà très présents sur Internet, qui ont un point commun avec nous, c'est qu'ils ont un accès assez limité en fait aux médias traditionnels. Et l'autre truc qu'ils ont aussi pour eux, c'est qu'ensemble, ils cumulent une communauté d'à peu près 400 000 abonnés, ce qui fait un socle assez important pour commencer à développer une logique, à développer un concept original. Et alors ce concept, on se réunit un petit peu tous et on se dit en fait, ce qui serait intéressant, donc c'est la big idea, c'est déjà on va regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis, on voit qu'il y a des chaînes dont on suit les productions, donc Funny or Die, Smosh, KNP, qui sont des collectifs d'humoristes qui font des sketchs ensemble, donc c'est des modèles pour nous tous. Et on se dit, c'est intéressant, en France, on a quelque chose qui s'appelle La Classe, bon, voilà, qui est un petit peu ringard, mais qui a cette vocation de dire, on prend une bande de gens et on va essayer de les former, on va essayer de faire des sketchs avec eux, et bien sûr, il y a Friends. Donc en fait, quand on mélange tout ça, ça fait quoi ? Ça fait un peu le Studio Bagel, ça fait un storytelling qui dit qu'en fait, on est une bande de gens, c'est pas immuable, c'est-à-dire c'est pas les Robins des Bois, c'est pas une troupe de gens, et une fois qu'ils sont finis, une fois qu'ils ont fait leur temps sur Internet, voilà. Là, l'idée, c'est que c'est circulant, c'est qu'il peut y avoir d'autres gens qui rentrent et d'autres gens qui partent, comme une troupe, en fait. Pourquoi Friends ? Parce qu'il y a une logique très développée à mélanger en fait le concept des coulisses avec le concept de ce qu'on va faire devant la caméra. Donc cet esprit de copain en fait se retrouve vachement dans la série Friends et c'est ce qui nous plaît. Et pourquoi Funny or Die et Smosh et Key & Peele ? Parce que c'est cette logique de produire des short clips comme ça, des petites vidéos. Et voilà, et c'est un truc qui fonctionne assez bien. On le voit parce que c'est viral, parce que c'est assez rapide à regarder. Et donc assez rapidement, on dégage un certain nombre de principes de travail. Le premier, c'est le concept dont j'ai parlé, c'est le fait de réunir ces gens autour d'un même concept, autour d'une même logique. Ce côté Avengers du web, on réunit les meilleurs talents du web pour en faire quelque chose. Le principe qu'on se pose, et ça c'est aussi matérialisé par la personnalité de Ludoc, et c'est tout ce qu'il apporte, c'est le principe de qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'époque, en tout cas il y a 2 ans quand on se lance, peut-être Ludoc, tu peux nous en dire un mot, il n'y a pas vraiment, l'offre digitale de vidéo et vraiment se concentre sur un truc qui s'appelle le podcast. Et bien qu'il y ait des collectifs type 10 minutes à perdre ou d'autres qui font des vidéos un peu plus évoluées, il n'y a pas de vidéo qui se rapproche du court-métrage. En fait, le défi, c'était d'être un peu plus ambitieux sur les prods parce qu'on avait justement que des gars qui ont l'habitude de réfléchir à des idées, ils sont dans leur chambre, ils font des idées, ils prennent leur caméra, ils vont dans la rue. Mais ils sont très vite limités parce que dès qu'ils veulent faire un truc un peu plus improbable avec une parodie avec des armes, un truc avec un vrai décor de château, des conneries comme ça, ils étaient très vite bloqués parce qu'ils pouvaient pas, ils n'avaient pas les budgets, ils n'étaient pas assez encadrés. Et c'était un des défis, c'était de permettre justement d'aller super loin, d'être beaucoup plus ambitieux, d'avoir du budget pour pouvoir encadrer un peu toutes leurs envies, toutes leurs idées en fait. Et c'est ce qu'ils pouvaient pas faire seuls chez eux. Exactement. En fait, le modèle, ça a été d'essayer de professionnaliser quelque chose qui était à l'amateur et aussi de donner l'ambition à ces créateurs, puisqu'ils n'avaient pas le financement, ils n'avaient pas les structures, et c'est aussi le travail qui a été celui de Vanessa, qui était de créer les structures de production professionnelles, mais quand même adaptées à leur manière de fonctionner, qui était quand même la spontanéité et voilà, le fait que ça se fasse de manière un petit peu rock, on va dire. Et c'est vraiment bien l'alliance de ce qu'on a essayé de faire, voilà, qui leur donne cette structure. Et si je passe sur le 3e principe, c'est l'exigence de rendez-vous. C'est-à-dire qu'en gros, on parle du mot chaîne. On dit chaîne, en fait. Bon, c'est vrai que c'est un mot qui évoque très vite les chaînes de télévision, mais en fait, c'est un peu un faux ami, ce mot-là. Parce qu'en fait, c'est plus une idée de récurrence. C'est comme un show, en fait, qui aurait lieu chaque semaine, une chaîne. C'est pas ou chaque semaine, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine. Enfin, en tout cas, au rythme qu'on a choisi pour cette diffusion. Et donc, voilà. Et donc, c'est très important. Ça a été très important pour nous de travailler sur une logique de récurrence, avec un rythme vraiment de production qui était de dire aux gens, voilà, vous avez rendez-vous avec nous tous les dimanches, ou tous les mercredis, ou tous les vendredis. On a changé beaucoup de fois de jour en fonction des audiences et de ce qu'on testait. Mais en tout cas, voilà. Et l'idée, c'était de combler ce que Robert Kingsall, qui est le pape de YouTube, le patron de YouTube, appelle les white spaces, c'est-à-dire on comble ces petits espaces
qu'on a tous dans la vie. Là, par exemple, là maintenant, peut-être certains d'entre vous s'ennuient. Vous allez regarder YouTube, vous allez regarder votre téléphone et vous allez peut-être aller regarder une vidéo. Bah voilà, c'est white spaces, c'est ces moments-là. C'est les moments où on s'ennuie un petit peu. Et bien entendu, le principe le plus important, c'était d'avoir une table de ping-pong. Voilà. Ça, c'est de la grosse blague. Hein. Généralement, il y a des gens qui rigolent et tout le monde se jette sur les sièges et tout ça. On peut quand même aussi dire qu'on a structuré le ping-pong, c'est-à-dire qu'on a vraiment un tournoi qui est organisé maintenant avec des tableaux Excel. C'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Et donc, alors, il y a une vidéo. Vous avez vu dans le petit best-of qu'on vous a montré, dans le petit reel qu'on vous a montré en avant-première, en avant-propos. Il y a plein de vidéos qu'on a fait, mais il y en a une qui nous a vraiment fait basculer de l'état de chaîne vraiment connu auprès d'une frange de la population assez jeune, on va dire, plutôt 13-17, parce que c'était à la base le premier public, vers un public un peu plus large. Si je parle en termes marketing, on est plus allé draguer les 15-35 ans grâce à cette vidéo-là qu'on voulait vous montrer. Et du coup, ça nous a amené plein d'autres perspectives dont on va parler après. Teaser. Voilà. Et là, ça marche pas. Il n'y a pas de son. Quoi? Va me chercher un jeu de dame, ta race, là. Moi, je te baisse la gueule. Je te baisse la gueule aux dames. Salut, bande de salopes. Aujourd'hui, on va faire nos petits gourmands. Et donc, pour commencer, on va dire à Monsieur Ducamp de bien les se faire enculer. Des blancs de poulet, tu peux te les foutre au cul. Grenade. Et ouais, aujourd'hui on bouffe comme des gros porcs puisqu'on va faire des gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau, non. Des cupcakes, mais pas n'importe quel cupcake, non. Des rainbow cupcakes, mais pas n'importe quel rainbow cupcake, non. Puisqu'on va faire des rainbow cupcakes. Mais attention, c'est pas uniquement réservé aux suceurs de queue, non. Les connards d'homophobes peuvent aussi en faire. Donc pour 6 rainbow cupcakes, il nous faut un demi-œuf. Merde, je t'emmerde. Donc, il faut un œuf, 140 g de lait, 80 g de sucre, 130 g de farine, 5 g de levure, 2 g de coke si tu veux, et 60 g de beurre fondu au micro-ondes. Ensuite, tu mélanges le tout avec un fouet. Un fouet. J'ai pas le droit de faire de blagues? Est-ce que tu connais le jeu de mots? Bah tu veux des blagues, ok? Bonjour, je suis le colonel Moutarde et j'ai un micro-pénis. Ensuite, tu sépares ta merde dans 4 petits bols pour les colorer en 4 couleurs. Les 4 couleurs primaires, quadricolores, les 4 couleurs primaires. Bruno Vandelli, poum, caca, poum, ca, poum, poum, pa. Allez! Et voilà! Qui veut du sperme de Télétubbies? Ah, il est trop dégueulasse, franchement! Ta gueule! Ta gueule! Moque ta gueule, putain! C'est parti pour un boucaquet de bioman. Force jaune, force bleue, force rouge, force vert. Et hop, 13 minutes au four. Non, franchement, c'est impossible qu'ils mettent 13 minutes puisque la vidéo, elle fait environ 3 minutes. Tu comprends? Tu veux une médaille? Tu veux une médaille pour avoir deviné ça? Pour le glaçage, il te faut 250 g de beurre mou. Pas dur, pas fondu, mou. Un peu comme ma bite. Ensuite, tu mélanges le beurre avec 250 g de sucre glace. Tu mets ton glaçage dans une poche à douille. Et puis tu mets ça sur ton cupcake. Un peu comme ma bite. Enfin, tu peux encore le pimper avec des petits bonbons, des petites billes et des petits trucs de merde pour que tes copines puissent dire « Oh là là, c'est trop beau, je peux en manger plein pour avoir un cul énorme et après je vais dépenser tout mon fric dans le régime du camp !» Voilà. Je vous aime. Tendresse et chocolat. Et pour mater plein d'autres trucs de gonzesse, tu peux t'abonner à la chaîne Au Féminin Beauté. Et bien sûr, tu dois t'abonner à la chaîne Studio Bagel, sinon je te pète le nez. Et après, je t'embrasse fort parce que je t'aime. Putain. Voilà, donc, j'espère que ça vous a donné envie de faire de la pâtisserie. Ouais, donc c'est Ludoc qui a mis en place ce programme et ça s'est fait vraiment dans la spontanéité. Je sais pas si tu peux nous raconter. En fait, c'est très bête comment ça s'est ton job, déroulé. je suis désolé. Tu le fais très bien, alors je laisse dérouler. C'était typiquement, on avait les gars qui étaient au Bagel, donc dans notre premier loft qui se trouvait à Maubert Mutualité. Et Marion et Jérôme regardaient des vidéos de tutos parce que Marion était très axée sur les vidéos des tutos. Et Jérôme, qui aime bien les personnages très énervés, il adore jouer ça parce qu'il est déjà un peu énervé déjà de base. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est son personnage qu'on voit mais exagéré x 1000. Et en fait, il s'est dit, il a eu cette idée de faire des tutos pour filles, mais avec un personnage complètement improbable qui insulte d'un coup et qui tout d'un coup devient très gentil. Et c'est d'avoir en fait le contraste entre le côté très soft, la petite musique toute gentille, l'habillage tout propre, etc. et le personnage qui casse tout, qui insulte, etc. Et du coup, on a monté ça. Je me souviens que le premier, on s'était embêté à le tourner parce que les plans larges, on les faisait une fois, après on faisait les plans serrés, après on faisait les inserts.
quand on a commencé à en tourner plusieurs, on commençait à faire tout à 3 caméras pour enchaîner. Mais c'était assez cool, on a un peu tout cassé dans la cuisine, puisque c'est la cuisine du Studio Bagel, le premier Studio Bagel qu'on peut voir. Mais on s'est bien amusé, puis ça a bien marché. Il y a 3 trucs à retenir de ces tutos. Le premier, c'est que dans la démarche d'écriture, c'est de se dire, on prend un item qui est très très populaire chez les gens sur Internet, les tutos, et donc, comment on arrive à twister ça, comment on arrive à le ramener à notre sauce pour le raconter autre chose. Le deuxième truc, c'est qu'on voit bien que c'est une machine à tester des concepts. Cette chaîne, c'est qu'on a testé ce concept, on n'a pas été obligé d'en faire 12 000 pour voir que ça marchait, on en a fait 2, et on a vu que ça marchait, et derrière, on vous racontera la vie de ce programme après, une fois sur Canal. Et le troisième truc, c'est justement que ce format-là, du coup, il nous a permis d'avoir une communauté qui adhère en fait à ce format, mais sans être forcément très fan de Studio Bagel. Et du coup, ça nous a donné l'idée de créer une chaîne aussi et de créer un programme dédié autour de ce truc-là. Ça veut dire qu'en fait, on peut commencer des petites histoires, des petites aventures à travers une chaîne en plantant une graine, et qu'ensuite cette graine-là va aller vivre ailleurs et va aller faire autre chose et avoir une autre logique. Donc c'est vraiment cette logique comme ça capillaire, rien à voir avec les cheveux, qui nous a permis de développer une stratégie qui aujourd'hui porte ses fruits. Et enfin, donc le vrai truc des tutos, et pourquoi on en parle maintenant, c'est que ça a été le truc qui nous a permis d'être visible, comme je disais tout à l'heure, auprès d'un public un peu différent, et surtout d'être remarqué par des médias comme Canal. Quand Canal a vu ce truc-là, ils se sont dit, tiens, c'est intéressant, on va peut-être aller les rencontrer, on va peut-être aller voir un petit peu qui se cache derrière cette vidéo-là et cette machine-là de production, parce qu'ils ne voient que cette vidéo, mais ils ne savaient pas qu'il y avait toute l'organisation derrière. Et c'est ce truc-là qui a fait qu'on s'est rapproché avec Canal, parce que justement, ça faisait écho à une stratégie qui développait depuis quelques mois. Et du coup, à ce moment-là, eux, ils avaient une volonté d'être le premier groupement de chaînes français, francophone, et le fait de se rapprocher, le fait de travailler avec nous, ça leur a laissé entrevoir la possibilité de le faire plus rapidement possible, enfin le plus rapidement que avec les moyens qu'ils avaient développés eux en interne, ce qui fait que ils ont investi dans la société. Alors quand on voit ça, de l'extérieur, les acteurs du marché peuvent être un peu sceptiques en se disant mais pourquoi Canal qui est quand même un groupe média, qui a quand même inventé les Jamel et compagnie, pourquoi Canal a besoin de s'enticher d'une structure comme la nôtre pour se développer, en tout cas dans un certain domaine. En fait, la réponse, il y a 4 axes dans cette réponse. La première, c'est que Canal, comme tout média traditionnel, a besoin de trouver des nouveaux relais de croissance sur les cibles jeunes. Et nous, on avait vraiment ça pour nous, puisqu'on a été un média résolument jeune, comme j'ai dit tout à l'heure. Le deuxième truc, c'est qu'effectivement, dans le cadre de leur stratégie d'arriver à avoir un groupement de chaînes important, et du coup d'avoir une audience très importante tout de suite sur YouTube, ils étaient au moment où ils prenaient le tournant de YouTube, nous on était un accélérateur pour eux, puisqu'on avait déjà une audience, qu'au-delà de Studio Bagel, on avait fédéré un réseau de chaînes qui était le réseau de chaînes de tous nos talents. Donc ça pesait en gros en cumulé 5 millions d'abonnés et 40 millions de vidéos vues par mois, donc ça c'est important. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'ils ont bien perçu qu'on avait une capacité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus proche de la classe que des Robins des Bois, on a une capacité à se renouveler dans les talents. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la bande originelle, mais derrière, l'année dernière, on a fait rentrer, donc l'année dernière étant la deuxième promotion, on a fait rentrer Alison Wheeler. Alison Wheeler, aujourd'hui, elle est à la météo du Grand Journal, et quelqu'un d'autre, entre guillemets, prend sa place dans l'organisation. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est-à-dire que, et voilà, et ça c'était intéressant pour Canal parce que c'était comme un espèce d'incubateur et une machine, on va dire, à détecter, à développer des gens et à les former. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, le dernier point, on en parlera plus en détail, c'est qu'on est un relais de croissance pour la régie pub, puisqu'aujourd'hui, par le travail qu'on fait aux côtés des marques, et vous allez voir de quelle manière, on a un savoir-faire qui aujourd'hui est utile auprès de la régie de Canal pour développer des opérations spéciales qui sont basées sur l'influence. C'est-à-dire qu'on peut acheter du média, mais après influencer et travailler sur l'influence de talent et le lien qu'on peut faire avec une marque, c'est quelque chose de très intéressant, en tout cas pour la régie, et c'est ce qu'on développe aujourd'hui à travers différentes opérations. Donc en gros, un Studio Bagel plus un Canal+, plus le MCN Canal+, ça fait un truc qui est assez puissant sur YouTube, puisque c'est quasiment près de 500 millions de vues par mois, et au cumul au total 20 à 25 millions d'abonnés. Voilà. Donc c'est quand même assez gros.
Donc une fois qu'on a dit que voilà, il y avait ce mariage, c'est quoi les vœux de ce mariage? Comment on fait un bagel plus? Cette photo est vraiment dégueulasse. Très moche. En gros, il y a 4 domaines dans lesquels nous on se développe. Je vais passer assez rapidement parce que c'est après peut-être que vous avez des questions, peut-être ce serait intéressant d'être interactif, mais il y a le domaine, en gros nos 4 métiers, c'est ça, on est une agence artistique, on est un studio de production, on est une agence de conseil pour les marques et on est un diffuseur online, on est un éditeur de chaîne aujourd'hui. Donc si on rentre dans le détail un petit peu, une agence de talent, on en a parlé, voilà, donc ça c'est les 3 talents principaux qui sont aujourd'hui à l'antenne de Canal, Jérôme dans Speakerine, Alison dans la météo et Poulpe aujourd'hui en chronique dans le Grand Journal. Mais après, les talents du Studio Bagel, c'est tout ce petit groupe-là, et d'autres aussi. Et pourquoi c'est intéressant de travailler les talents sur Internet, et pourquoi c'est intéressant de le travailler dans une circulation avec une antenne, c'est que quand un talent n'est pas forcément mûr pour aller en télé, et ben, souvent il passe à côté de la télévision. Et du coup, il passe à côté d'une notoriété qu'il pourrait développer. En travaillant avec nous, un talent peut paisiblement développer son format, sa personnalité sur nos chaînes. Et l'intérêt, c'est que s'il fait un truc qui ne marche pas ou qui n'est pas totalement bien réglé, eh ben, c'est pas grave, parce que personne ne le voit en fait. Parce qu'un truc qui ne marche pas sur Internet, personne ne le voit. Tandis que s'il va direct en télé, avec un format qui n'est pas très bien réglé, ou parfois ça arrive, hein, je veux dire, bon, ça ne marche pas, et ben, tout de suite, il s'expose à des risques beaucoup plus importants. Et donc, du coup, par ce biais-là, c'est vrai c'est devenu un moyen pour nous de... voilà, Tariq et Sedak est extrêmement demandé. Je pense que ça doit être les États-Unis. Voilà. Et ça a donné un moyen pour nous de développer paisiblement des gens et éventuellement de faire une circulation avec l'antenne si ça marche. S'il y a un format qui est éprouvé, on l'a vu avec les tutos, c'est exactement ce qui s'est passé. On a testé, ça a marché et on l'a fait à l'antenne et ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est notre premier métier. Le deuxième métier, c'est le métier de studio de production. Je vais laisser Vanessa nous expliquer un petit peu tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on produit au Studio Bagel. Et je vais boire de l'eau. Alors actuellement au Studio Bagel, enfin actuellement ou même dans les saisons précédentes, on est sur plusieurs vecteurs. Donc on est effectivement sur Internet, comme Lorenzo l'a dit, avec le virage vers Canal+. On a aussi donc eu des cases télé. On a actuellement encore des cases télé. On a commencé le dézapping l'an dernier dans le Before du Grand Journal. Je crois que là, on était en train d'écrire cette semaine le 220e épisode ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une quotidienne. Donc ça a été intéressant pour nous, je pense, de faire la bascule entre le web et des émissions quotidiennes où c'est pas la même façon de produire parce qu'il faut vraiment s'y prendre en avance pour écrire et pour tourner. On a aussi Speakerine en quotidienne dans le Grand Journal, donc incarné par Jérôme. Ça a été donc les tutos pour lui l'an dernier, cette année Speakerine. On a aussi donc, plusieurs chaînes YouTube. On a le Studio Bagel cette année. On a décidé sur Studio Bagel de prendre le temps de faire les choses. Et l'accent étant mis sur cette saison sur le développement de formats un peu plus longs. On aime tous prendre des risques et en fait on n'aime pas s'installer dans un format. Donc cette année on fait des choses qui sont un peu plus longues, où on met un peu plus de moyens. Et parce qu'aussi on a aussi développé des chaînes qui s'appellent Studio Gaming et Studio Movie, mais je crois que tu en parles un petit peu plus tard. Mais voilà. En gros, l'idée, c'est d'avoir un socle de production qui est entre guillemets en télé, c'est-à-dire on a ces 2 quotidiennes qui nous permettent d'avoir une assise, qui nous ont permis de recruter une équipe qui est une équipe voilà, aujourd'hui assez nombreuse. Merde, putain, on a coupé les noms d'en bas. Ça tombe sur toi, Tariq, en plus, tu vois. Et voilà, on a toute cette équipe aujourd'hui qui est une équipe de permanents, qui nous permet de développer tous ces programmes et qui aujourd'hui, ensuite, avec le financement qu'on a sur les programmes en télé, ça nous permet de prendre un peu plus de risques sur les chaînes YouTube qu'on lance. En fait, on n'a pas de business model à la fois sur la télé uniquement ou sur Internet uniquement ou sur la pub uniquement, mais c'est tout un système qui est mis en place pour faire en sorte que tout ça s'autofinance en fait à la finale. C'est-à-dire qu'on ne va pas gagner forcément bien notre vie sur la télé. On ne va pas gagner bien notre vie en web, loin de là, parce qu'aujourd'hui, c'est des économies qui sont très fragiles. À côté, on fait la pub, on gagne un peu mieux notre vie. Et tout ça, dans l'ensemble, nous permet d'avoir cette équipe de permanents qui nous permet de développer tout un tas de choses et de faire avancer, en fait, le... Oui, c'est ça, en fait. Pour accompagner et développer des talents, il faut une brigade. Il y a des gens dans l'ombre, en fait. Il y a un soin tout particulier qui est mis sur le recrutement de ces personnes, parce que quand on prend le poste de brigade de l'humour, d'artisan de la vanne, il faut avoir les épaules pour ça, et l'envie et la volonté.
On ne fait pas seulement un métier, on n'est pas seulement des exécutants, on participe à une certaine forme d'idéal artistique. On est des gens, comme le disait Lorenzo, un peu déçus de la télé à un moment donné. Donc on a vraiment voulu s'armer et s'associer en fait avec des gens qui aiment faire leur travail, que ce soit la technique, les auteurs, les chargés de prod, les assistants de prod. C'est vraiment des gens qui prennent les projets à bras le corps, qui comprennent les artistes, qui comprennent vers nous, enfin vers où on va nous en tant que société, dans Canal et en tant que média. On a essayé de ne pas cloisonner les métiers. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde fait tout, mais disons que Vanessa, qui est directrice de prod, qui de base, une directrice de prod dans une société de production classique, n'a pas forcément de regard sur l'artistique. Enfin, voilà. Et du coup, à contrario, les profils qu'on a choisis, comme voilà, Vanessa typiquement a une sensibilité artistique qui fait que à tous les niveaux, on peut essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu mieux que juste faire son taf de on va faire un budget qui va être tenu. Mais peut-être que voilà, si on intéresse, enfin en tout cas c'est notre manière de voir les choses, si on intéresse un peu tout le monde, quel que soit son métier, à la logique dans laquelle on est, que ça soit stratégique ou artistique, on a l'intime conviction que ça fait des programmes un peu meilleurs. Enfin en tout cas, on ne dit pas que nos programmes sont meilleurs que tous les autres, mais en tout cas c'est comme ça que nous on se sent à l'aise dans la fabrication. Donc, et c'est comme ça que Vanessa a recruté quasiment l'ensemble de l'équipe qui compose les gens que vous voyez là. Ouais, t'as quand même une pomme sur ta tête, hein, juste voilà. Oui. C'est ridicule cette photo. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait presque dire que 100% de nos stagiaires sont embauchés à Studio Bagel. C'est-à-dire que les recrutements de stages sont hyper importants. On prend des gens qui ont vraiment des profils spécifiques. Par exemple, je pense à Clara qui est assistante de prod, donc la jeune fille sur la 2e ligne, qui est arrivée pour son stage de Master 2 de production et qui est désormais la chargée de production de Bategel, par exemple, parce qu'elle a été formée à nos méthodes, a eu vraiment une manière de conduire sa production, c'est-à-dire, vraiment comme le disait Lorenzo, trouver le compromis entre l'idéal, parce que forcément les auteurs vont partir dans des grues, dans des hélicoptères, bien sûr qu'on n'aura jamais les budgets pour ça. Par contre, on peut peut-être faire 5 vidéos en chant contre chant, et ensuite s'accorder un hélicoptère, c'est possible. Et donc c'est vraiment des gens qui sont formés à ça, à cette logique-là. L'hélicoptère étant très important chez nous. J'ai noté, donc, qui dit studio de production dit aussi lieu. Et en fait, c'était important qu'en arrivant à Canal, qu'on n'ait pas. Alors, vous voyez en fait en haut, c'est l'espace qui nous était dédié quand on est arrivé. Et en bas, c'est aujourd'hui comment, grâce au travail de Ludoc notamment, qui est notre DA et réalisateur, donc qui va en parler, on a réussi à faire évoluer ce lieu-là. Tu peux nous expliquer la vision que tu avais par rapport à ce lieu ? Enfin, je pense que quand on est arrivé tout en haut, on n'avait pas spécialement, en fait, on revenait d'un petit loft qui était à Maubert Mutualité. On avait créé un espèce de grand appart à la Fresne, justement, parce que l'idée, c'est qu'on a tous les talents sont des gens qui ont commencé à travailler dans leur chambre, à faire des trucs entre eux, entre potes. Ils n'ont jamais eu le réflexe bureau. Et c'était important pour nous aussi d'être dans un espace de vie qui soit cool, un peu comme le font Google, Facebook, Apple aux États-Unis. Et du coup, l'idée, quand on est arrivé, c'est évidemment, on a des faux plafonds, on a des néons, on a de la moquette, c'est un peu dégueu. Donc on s'est dit, on va recréer un espace un peu plus cool avec le côté loft new-yorkais des briques qui nous est cher, puisque c'était ce qu'on avait dans le premier loft. C'était un papier peint, là il y a des vraies briques. Là ce sont des vraies fausses briques. Et qu'on ait un vrai salon pour les gens qui veulent travailler. On a une table de ping-pong pour les gens qui veulent faire une pause. On a des univers différents suivant les endroits. On a... voilà, ça c'est la table de ping-pong en cours. On a plein de petits endroits. Et en fait, il faut juste que les gens aient envie de venir bosser. Il y a pas mal de talents qui viennent juste pour travailler même sur leur projet à eux, ou juste pour passer du temps, ou pour participer au tournoi de ping-pong. Et c'est super important. Une parenthèse, ce qui est hyper important, c'est que en fait, c'est pas parce qu'ils ne travaillent pas pour nous qu'ils n'ont pas le droit de venir travailler des trucs même pour d'autres. C'est un lieu qui est dédié aux talents. Et je pense que c'est comme ça. De toute manière, aujourd'hui, nous, on n'a jamais trop cru au contrat ou à l'exclusivité parce que ça ne marche pas. À partir du moment où des personnes ne veulent plus travailler ensemble, elles ne veulent plus travailler ensemble. Donc, en fait, ça fait partie des moyens et de l'esprit qui fait que c'est comme un peu une famille. On va dire que si tu t'en vas étudier pendant 1 an dans une ville qui n'est pas la ville où il y a ta famille, c'est pas grave, tu sais que tu as toujours en gros tes parents, entre guillemets, ou tes grands frères qui sont à un endroit et qui pourront être là. Bon, alors ça apparaît un peu paternaliste et bidon, ce que je dis, mais disons que c'est une des valeurs en fait, de notre esprit. Et ce lieu-là, il était très important pour nous que ça ne soit pas un lieu de boîte de prod classique, mais que ça soit aussi un lieu de vie, un lieu dont ils ont la clé, entre guillemets, ou le badge. Et voilà.
D'autant qu'en plus, nous, on a un fonctionnement par rapport à l'écriture en pool, et que c'était important d'avoir des espaces dédiés d'écriture, en fait, parce qu'il faut pouvoir libérer sa créativité, parler, brainstormer, se balancer des idées, des pics, des punchlines. Et c'était vraiment important de structurer le loft aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais peut-être passer la parole à Tariq, qui est le directeur d'écriture du Dézapping. Bonjour. C'est vrai qu'on a une approche très collective dans la manière d'écrire. Toi, donc, tu diriges le pool d'écriture du Dézapping, donc, qui est composé de 4 personnes, plus toi. En fait, plus cette année, en fait, on a gardé un peu cette même méthode qui existe depuis le début du Studio Bagel, c'est-à-dire que le Studio Bagel devienne aussi un endroit où de nouveaux talents, aussi bien en écriture ou en image, puissent se développer. Cette année, par exemple, au Dézapping, il y a plein d'auteurs extérieurs qui arrivent, qui peuvent venir pendant un mois, qui viennent, qui repartent, et qui peuvent venir tester. Et ces auteurs extérieurs qui arrivent, ils vont pouvoir être testés sur d'autres chaînes, par exemple comme Studio Movie, comme Studio Gaming, s'ils ont des idées de sketch. Et c'est vraiment cet esprit d'ouverture. C'est-à-dire, on n'est pas là pour leur dire « vous êtes ici pour travailler qu'avec nous, vous ne pouvez rien faire ailleurs ». Mais avec nous, vous avez des possibilités de vous développer, de travailler et de découvrir de nouvelles possibilités d'écriture. Parce qu'en fait, on a une chance par rapport à quand on fait une série de fiction lourde, on va dire, on choisit ses auteurs au début, on développe la Bible, on fait un développement, et ensuite, etc. Enfin, on suit le processus, et on choisit ses auteurs une fois pour toutes au début. Et on ne va pas en changer en plein milieu de la série. C'est hyper déstabilisant. L'avantage, quand on a, par exemple, les 2 séries qui sont quasiment comme du flux, c'est de la fiction, mais c'est comme du flux, puisque c'est 2 quotidiennes, on parle du Dézapping et de Speakerine, c'est qu'en fait, on peut faire rentrer des gens, et c'est la même chose avec les chaînes YouTube, chaque semaine, il y a une vidéo différente qui arrive, on peut faire rentrer des gens de manière beaucoup plus épisodique. Et on n'est pas obligé, on ne se met pas une pression à faire rentrer quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un, il nous fait bonne impression, généralement, oui, c'est sous l'emprise de l'alcool, David, Tariq, surtout lui. Et il faut faire le tri parce qu'il y a entre les plans cul, les trucs. Ah, ça va, vous devez bien se balancer des trucs. Et voilà, mais donc on fait rentrer des gens de manière hyper simple. Et à un moment donné, on va juste dire à ces personnes, bah, écoute, si tu as envie d'écrire pour le Dézapp, tu nous envoies des textes, c'est intéressant. Tu viendras à une réunion d'écriture, c'est intéressant. Tu auras des textes qui sont sélectionnés, tu seras payé. Et voilà, et on a un système comme ça qui permet de faire rentrer des gens. Et ensuite, ces gens-là, bah, si vraiment on se sent hyper à l'aise, bah, on leur confie de plus en plus de responsabilités. On va leur donner peut-être un sketch à écrire sur une de nos chaînes, et ainsi de suite. Et c'est vachement plus facile quand on a du flux comme ça. Oui, il y a vraiment un vrai système méritocratique au Studio Bagel, c'est-à-dire si tu es bon, si tu corresponds... J'ai l'impression d'être une secte. Si tu corresponds à l'univers et si tu arrives à intégrer tes idées, bien, tu vas travailler, tu vas pouvoir rentrer dans cet univers et tu vas pouvoir construire des choses. Et il y a vraiment cette idée aussi, c'est que les auteurs travaillent à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement là à l'écriture à la base, c'est qu'ils seront là aussi pour voir avec le réalisateur, avec les monteurs, pour travailler avec les équipes. Tout le monde travaille vraiment en synergie ensemble pour créer les textes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chacun dans sa case, le type qui a l'écriture et au-dessus celui qui a la réalisation, et chacun travaille de son côté. Tout le monde travaille ensemble. Mais on fait ça pour une raison simple, c'est qu'on essaye d'éviter la frustration au maximum. C'est hyper frustrant quand on est auteur d'avoir écrit un texte et d'avoir l'impression, une fois qu'il a été écrit et validé par le directeur d'écriture, que ce texte-là nous échappe et qu'au final, il soit pris par un réalisateur qui est une méchante personne et qui va en faire exactement ce que lui veut. Et en fait, on a un système qui va à l'encontre de ça. On essaie de gommer la frustration. Donc l'auteur, effectivement, il est présent à la réunion de prépa avec le réal. Ils peuvent échanger sur comment on voit tel costume. Tiens, l'appartement, moi, je voyais plutôt comme ça. Bon, machin. Et jusqu'aux petits détails, et jusque même s'il a envie d'être là au tournage, d'ailleurs, pour la plupart du temps, il est présent au tournage. En fait, c'est super intéressant d'avoir l'auteur quand je réalise avec moi, puisque forcément, quand il a écrit, il voit les intentions de jeu. Et il y a du coup un échange sur les mises en scène tout le temps. C'est pas en mode une commande où il donne son texte et après il le lâche. Il est là sur le repérage, sur la prépa, sur le tournage et évidemment sur le montage à la fin. Parce que il faut avoir sa vision, il faut avoir la vision du réal, la vision de la prod, la vision de l'auteur, mais du début à la fin en fait. Donc tout le monde travaille au même moment. Et alors, au-delà des locaux et de la table de ping-pong, on a aussi 3 studios de production qui sont au rez-de-chaussée.
dans ce bâtiment E, qui est le bâtiment au site Lumière à Canal, là, dans lequel il y a des studios qui servent au sport, notamment aux émissions de sport, etc. Bah, nous, en fait, on utilise ces trucs-là pour y poser. Donc, il y a des fonds verts, il y a aussi des structures un peu plus lourdes auxquelles on peut avoir accès. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est d'avoir tout là. Quand on parle de studio, c'est vraiment un studio. C'est à la fois un lieu de travail, mais aussi un lieu de tournage. Et un lieu où on peut, de manière assez rapide, dégainer une idée ou quelque chose. Et du coup, bah, bien entendu, la logique, c'est de faire baisser les coûts de production, d'avoir tout, et tout au même endroit, en fait. Et donc voilà, donc, bien entendu, tout ça, c'est complété par une autre patte, on va dire, une autre jambe à notre business model. C'est l'agence conseil qu'on a. On n'est pas en concurrence avec les agences médias, on n'est pas en concurrence avec les agences de pub, parce qu'on peut intervenir à différents stades. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui peut venir nous voir avec juste, même pas le début d'une idée, et nous, on va juste pondre des scripts. Et ensuite, ces scripts-là vont être faits par l'agence et sa boîte de prod, etc. On peut arriver où l'agence nous montre des scripts et nous dit on aimerait bien que vous les réalisiez. Et dans ce cas-là, c'est de la réalisation, c'est de la production. Et on arrive à ce stade-là. Ou alors, on a carrément une agence qui vient nous voir, ou un annonceur même qui vient nous voir, avec juste une stratégie qui a été faite par un planning strat. Et derrière, nous, on va dérouler une stratégie de contenu. Donc, en fait, on ne se retrouve jamais en concurrence avec personne, et c'est assez confortable, parce que je pense que les gens aujourd'hui qui veulent monter des boîtes de pub, il y a quand même beaucoup de barrières à l'entrée, et nous, on arrive un peu à travailler avec tout le monde. Il y a aussi une donnée qui est importante, c'est quand les gens travaillent avec nous, ils travaillent avec un média aussi. C'est-à-dire qu'avant, on faisait du brand content sur Internet, on se payait une série, mais derrière, il fallait la médiatiser. Donc, il fallait remettre au pot de l'argent pour le médiatiser, il fallait acheter du média, etc. Là, nous, entre guillemets, quand on travaille avec des agences, on vend une prestation qui est globale. C'est-à-dire qu'on a la médiatisation des contenus qui est compris, en fait, et on a la production. Et donc ça fait un modèle aussi original dans la production de contenu, qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on fait plein de trucs différents. On fait du conseil en création, on fait de la vente d'espace, de la production, enfin, voilà, tout ce que je viens d'expliquer. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc le premier truc, un peu l'acte un peu fondateur de nos relations avec les marques, et qui a été vachement important, c'est là où on s'est rendu compte que quand on faisait une vraie collaboration, un vrai partenariat avec une marque, c'est-à-dire considérer que Studio Bagel est une marque, et que Orangina est une marque, et que c'est deux marques qui vont dialoguer ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles s'entendent. Pourquoi ? Parce que si elles ne s'entendent pas, la communauté de Studio Bagel va rejeter le film, l'objet de la collaboration. Et si c'est ça qui se passe, c'est raté. Donc en fait, il faut que les marques, en tout cas quand on travaille avec une marque média comme les Studio Bagel, il faut que les marques médias et les marques commerciales s'entendent pour bien travailler ensemble, sinon ça ne marche pas. Et ça a été très important, on a compris ça avec cette expérience-là, et ça a été le terreau, on va dire, qui va ensuite nous amener à avoir cette logique très particulière avec les marques, qu'on a développée dans différents domaines. Je passe assez rapidement. Mais Activision, on a travaillé avec eux sur le lancement de Call of Duty. Cette saison, on a fait une vidéo qui s'appelle Call of Beauty, jeu de mots de ouf. Hein. Voilà. On a fait aussi de la pub un peu plus classique avec Jérôme Niel, où là, par exemple, c'est le cas de figure où l'agence Marcel, qui est une agence de Publicis, est venue nous voir avec une logique de dire on veut lancer la 4G. Comment on fait ? On a ces scripts-là. Trouvez-nous un comédien intéressant, réécrivez les scripts et produisez-le. Et voilà, on est intervenu à ce moment-là. Je ne vais peut-être pas vous montrer, je vous avais mis un exemple, je ne vais peut-être pas vous montrer. Il y a un truc très intéressant aussi, c'est qu'on essaye de développer aujourd'hui des activités qui vont au-delà de YouTube. C'est-à-dire que YouTube, il y a de plus en plus de pression sur YouTube. C'est-à-dire que quand on sort une vidéo sur YouTube, ce n'est pas anodin. Il faut que la vidéo, elle fracasse, sinon c'est vraiment très très vite critiqué. Il y a un niveau d'exigence qui est arrivé aujourd'hui sur YouTube, aussi parce qu'il y a Golden Moustache, nous et plein d'autres qui se sont lancés, qui est très très élevé. Donc du coup, on a développé des formats de collaboration avec les marques qui se font sur Vine, qui se font sur Facebook, qui se font sur des médias où il y a un petit peu moins de pression, parce qu'il y a un petit peu moins d'attente à avoir une production très 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 élevée. Et c'est ce qu'on a fait avec Samsung, et ça a été vraiment un carton. On a fait des Vine pour eux, on a fait une Vine Factory pendant 5 jours. Et voilà. Et tout ça avec le souci de se dire comment on fait collaborer des talents avec une marque en essayant de mettre le moins possible de pression publicitaire sur les talents, parce que notre métier de base, c'est quand même de développer des talents. Et il ne faut pas que les logiques commerciales viennent polluer, on va dire, ce développement. Ça vient comme un moteur de financement,
mais jamais comme une fin en soi. Et donc, bien entendu, notre dernier métier le plus important, je peux juste ajouter c'est diffuseur online. Par rapport aux marques. Ce qui est bien, c'est que les marques nous laissent de plus en plus carte blanche sur Internet parce qu'elles ont compris que, en fait, les internautes sur Internet acceptent de plus en plus de voir de la pub dans les contenus à partir du moment où la vidéo est bien. C'est-à-dire que les gens maintenant sont habitués à avoir des pré-rolls, sont habitués à avoir des placements produits, c'est devenu une habitude depuis 1 ou 2 ans. Mais par contre, il faut que la vidéo soit bien. C'est-à-dire que, par exemple, Mission 404, qui était avec Orangina, a très bien marché parce qu'on a réussi à faire un petit placement et avoir un vrai court-métrage autour. Et du coup, on avait plus l'impression au Bagel au Bagel et avec Moustache d'ailleurs, parce qu'on l'a fait avec eux, de réaliser un court-métrage tous ensemble plutôt que de réaliser une énorme pub. Et ça, c'est super important. Et il y a de plus en plus de marques qui commencent à l'accepter, qui nous font confiance parce que justement on a pu prouver que ça pouvait marcher et c'est du coup de plus en plus cool. C'est pas en mode télé où on nous dit voilà, faut qu'il y ait le pack shot, faut qu'on dise tant de fois la marque, il faut que ça dure 30 secondes, etc. Là c'est vraiment, on fait quasiment ce qu'on veut, on a de plus en plus carte blanche et c'est vraiment intéressant. Mais en fait, là où la télé, on a 30 secondes pour dire voilà le scénario, voilà le pack shot, voilà la marque pour laquelle c'est fait. En fait, sur le web, on peut démembrer cette communication-là. On peut sortir un produit en collaboration avec une marque et faire comprendre par d'autres moyens, que ça soit un post Twitter, un post Facebook ou une autre vidéo complémentaire à celle-là, l'attribution à la marque. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, on arrive à faire un vrai format de divertissement qui, bien sûr, respecte les valeurs de la marque, mais qui ait une intégrité artistique propre. Et l'attribution à la marque se fait par d'autres biais. Et donc voilà, donc c'est cette espèce de démembrement qui fait que c'est créativement plus intéressant. Il y a un autre truc aussi, c'est que sur Internet, si vous voyez une pub et qu'elle vous saoule, vous pouvez très bien la dégager. Et donc ça force à la créativité. C'est une bonne nouvelle pour la créativité, le fait qu'on puisse skipper les pages. Skipper les ads, quoi. Parce que si c'était pas le cas, enfin c'était parfois pas le cas sur certains formats, voilà, on se casse moins la tête à faire un film qui peut retenir l'attention, puisqu'on sait que ça sera vu de toute manière, c'est le cas en télé. Alors que quand on sait que l'internaute peut zapper les trucs à tout moment, ça nous force à, entre guillemets, à être plus créatif et plus intéressant. Et donc j'en reviens à notre dernier métier, qui est le plus important, qui est le métier d'éditeur de chaîne. On a commencé avec la chaîne Studio Bagel, qui aujourd'hui a un peu plus de 2 ans d'ailleurs, mais en tout cas on a passé il n'y a pas longtemps les 2 millions d'abonnés. Donc voilà, on est assez content et on a fait surtout, on est vraiment ravis parce que de plus en plus, comme le disait Vanessa, on a vraiment le soin d'être de plus en plus ambitieux et de dériver petit à petit. Au début, on faisait des espèces de parodies, plein de choses différentes, des fausses pubs, et maintenant, on fait de plus en plus de vidéos longues et de courts-métrages, quasiment, de moyens-métrages. Enfin, voilà. En fait, ce qui est bien avec mais tu vas en parler après, des différentes chaînes, des différentes séries, etc., c'est qu'on a un tel volume qu'on peut faire plein de choses différentes dans plein de chaînes différentes. Et là, typiquement, le Subagueule, le souhait, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes au Subagueule qui ont l'envie de cinéma plus tard. Et du coup, on essaie de faire des courts-métrages, des trucs un peu plus longs, des 5, 6, 12 minutes, pour avoir le temps d'installer des personnages, installer un jeu, installer une ambiance. Et c'est ce qu'on peut se permettre maintenant parce qu'on a 2 millions d'abonnés, mais typiquement, il y a 2 ans, on n'aurait jamais pu poster une vidéo de 12 minutes dès le début. Donc, à partir du moment où on a un certain volume et une certaine base, une certaine communauté, on peut se permettre de faire des choses qui sont un peu plus différentes, comme des courts-métrages, comme des choses qui ne sont pas forcément drôles. On teste des trucs et c'est ça qui est assez cool avec maintenant la communauté qu'on a créée. Et donc tu le disais, on a créé d'autres chaînes. Alors l'idée de ces autres chaînes, donc on a créé 2 autres chaînes qui sont Studio Movie et Studio Gaming, qui sont des déclinaisons de notre marque. On l'a fait parce qu'on avait envie de faire des vidéos sur le cinéma, on avait envie de faire des vidéos sur le jeu vidéo, mais on n'avait pas spécialement envie de polluer les abonnés qui étaient abonnés à Studio Bagel, qui n'aimaient que les vidéos, on va dire, de comédie. On n'avait pas envie de les polluer avec des sujets qu'ils n'affectionnaient pas particulièrement. Et ça, c'est un truc très important quand on réfléchit à une chaîne YouTube. Plus c'est éclectique, plus c'est compliqué. Pourquoi les chaînes qui progressent le plus sont les chaînes de Norman, de Cyprien, etc. Parce que c'est toujours, et ce n'est pas une critique, parce que c'est vraiment toujours le même genre de projet artistique qui est proposé, sauf de temps en temps quand ils font des courts-métrages, ils y arrivent aussi, mais c'est du podcast, et on sait, et on est dans une récurrence. Ils ont installé un rendez-vous encore plus que nous, on l'a installé. C'est-à-dire que c'est du podcast, et ça va être un thème qui va chasser un autre. Mais voilà, et encore une fois, ce n'est pas une critique, mais c'est compliqué d'arriver à être éclectique sur une chaîne, parce qu'une chaîne n'est pas une chaîne de télé, justement. Donc on ne peut pas mélanger tout d'un coup une matinale le matin, un JT le midi, un film le soir, etc. Ça marche pas. Enfin, en tout cas, sur des chaînes en constitution
de positionnement et d'identité, il faut être très direct et très clair. C'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, c'est intéressant de créer Studio Movie et Studio Gaming, et c'est aussi pour une deuxième raison qui est qu'on avait envie de parler de ces sujets, et on avait envie de le faire de manière un peu divertissante, on avait envie de faire de l'infotainment sur ces deux sujets-là, et ça marche bien, puisqu'on a 200 000 abonnés en 4 mois sur Studio Movie, et un peu plus de 150 maintenant sur Studio Gaming. Et donc, on a fait la même chose que ce qu'on a fait sur Studio Bagel. On a travaillé en partenariat avec des marques, pour le coup, du secteur. Là, en l'occurrence, pour le cinéma, on a 2 films, Le Labyrinthe et Rec 4, où on a fait là aussi du brand content. On l'a fait de manière, on va dire, on pense juste, puisqu'on a fait des petits courts-métrages qui mettaient en scène l'univers du film. Et ça a vraiment, vraiment bien marché. On a fait la même chose sur Vine et sur Facebook avec Annabelle, et ça a été vraiment un carton. Ils nous ont donné la poupée, les gens de Warner, et on s'est amusé avec la poupée, on a fait des petits pranks, et ça a vraiment fait connaître le film. C'est une autre manière de faire connaître le film, en fait. Et c'est aujourd'hui, si on fait une petite parenthèse avec le monde du cinéma, un nouveau moyen de communiquer sur les films, et auquel nous, on est associés. Dans un autre domaine, qui est la mode et la beauté, rien à voir avec la marque Studio Bagel, on a aussi pour vocation de créer d'autres univers autour d'autres talents. Donc on a Andy, qui est la première youtubeuse de France, avec 1,3 million abonnés, je crois, avec laquelle on a créé la chaîne So Andy, qui est une chaîne dédiée à la mode, à la beauté. Et là aussi, on l'a fait un peu de manière différente. On a travaillé sur des vidéos un peu plus longues que d'habitude. La plupart des tutos beauté, c'était des vidéos assez courtes et assez peu produites, on va dire. C'était juste une fille qui parlait face caméra de trucs qu'elle aimait bien. Là, on a travaillé sur une petite narration de fiction au début, et puis plein de petites choses, plein de thématiques abordées. Un peu comme une mini-émission, en fait, de 8 minutes. Et ça, vraiment, ça cartonne, puisqu'on est à 500 000 abonnés en... Alors là, le chiffre était erroné. Ouais, là, on était à 340 000, pardon, je n'ai pas mis à jour, je suis désolé. Mais disons qu'on est à 500 000 abonnés aujourd'hui. Dans un autre domaine aussi, une chaîne qu'on a créée il y a 1 an, Bat et Gaël, où là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de l'humour complètement ce qu'on appelle what the fuck. C'est 2 talents qu'on aimait beaucoup. On a créé une chaîne qui est l'association de ces 2 talents-là, qui étaient 2 illustres personnages du web, puisqu'ils avaient créé 10 minutes à perdre, et qu'on adorait cet univers, qui était l'univers complètement absurde de 10 minutes à perdre. Et on a donné naissance à cette chaîne-là, et ça marche très fort. Et après, on a les chaînes, bien sûr, issues de nos programmes en télé, puisque la logique, c'est de dire, on existe en télé, il n'y a pas de raison de ne pas exister sur le web. Donc on a développé des univers de nos programmes télé sur Internet, avec des approches différentes. Par exemple, sur le dézapping, on fait un best-of de nos programmes de la semaine, puisque c'est du lundi au jeudi et vendredi en best-of. Et quand on poste la vidéo sur la chaîne, on poste qu'un best-of. Encore une fois, pour travailler sur l'idée de, si on crée une chaîne YouTube, il faut que ça soit spécifique à YouTube, ce qu'on va y proposer. Même si c'est une chaîne issue d'un catch-up, d'un programme. Et voilà. Et donc après, on a les chaînes affiliées, qui sont les chaînes des autres talents. Donc, c'est-à-dire que, en gros, toutes les chaînes dont on a parlé avant, c'est les chaînes dont on produit, nous, 100% des contenus, avec la joyeuse équipe que vous avez devant vous. Et ces chaînes-là sont des chaînes dont les vidéos sont produites par les talents, mais on les a fédérées dans notre réseau pour faire de la cross-promotion. Par exemple, on lance une vidéo, on lance une chaîne, les talents peuvent aussi liker la vidéo avec leur chaîne, ou quand eux lancent une vidéo, on va les aider aussi à avoir plus d'audience en likant leur vidéo. Voilà, c'est tout un système de cross-promotion qui fonctionne assez bien. Et si on s'arrête 1 minute pour parler de ce que ça peut être dans le futur, bien entendu, il y a de développer ces 4 métiers, voilà, continuer à travailler sur ce modèle-là. Mais aujourd'hui, nous, on a une réflexion sur le modèle payant. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que YouTube, le financement de la création sur YouTube, il est potentiellement, il peut être mis en cause, puisque si demain les CPM, donc ce qu'on appelle les tarifs publicitaires de YouTube baissent, le financement de la création sera compliqué. Et aujourd'hui, nous, on arrive à fonctionner et on arrive à impulser toutes ces logiques-là en étant profitable, parce qu'on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, je pense que la qualité de production qu'on peut proposer mériterait une logique de payant. Alors ça ne veut pas dire que demain, Studio Bagel va devenir payant. Au contraire, on gardera toujours ces chaînes et ces vitrines. Mais il faut s'interroger, si demain on produit une série, puisque je pense qu'on en a l'envie, pourquoi pas
la faire sur une logique de payant. C'est-à-dire que là où les gens en ont parfois un peu marre d'avoir des pubs avant les vidéos, on pourrait très bien les orienter vers une logique qui serait de dire écoute, si tu n'as pas envie de pub, si tu as envie de pouvoir avoir plus de qualité et de manière plus récurrente, paye ton euro, hein, et viens t'amuser avec nous sur le payant. Donc voilà, c'est un petit peu les perspectives que nous on a. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, j'arrête de parler. Merci, je suppose qu'il doit y avoir quand même des questions dans la salle. Alors lancez-vous, n'hésitez pas, ils ne mordent pas, je confirme. Par contre, on peut jeter de l'eau. Voilà, alors ça, ils peuvent le faire. Ça. Oui, non? Qui ose se lancer? Ah voilà, monsieur, alors on va juste vous apporter un micro. Oui, Jean-Marc Lobin, Alain Soft. Tout à l'heure, vous avez décrit quelque chose, c'est à fond du travail collectif. C'est totalement antinomique avec le droit de l'audiovisuel. Alors quand on arrive aux choses qui fâchent, c'est-à-dire les contrats, les génériques et puis les petits chèques qui payent, comment vous faites? Ce super travail collectif, est-ce que vous arrivez à démonter tout le côté légal, quoi? Tout est légal, et puis on a été contraint de le faire. On a été contraint de le faire. C'est le mec, on a l'impression qu'il est trafiquant de drogue. Tout est légal. Ah, je fais de l'évasion fiscale, mais tout est légal. Non, pas du tout. En fait, on est obligé de toute manière. Aujourd'hui, on travaille pour un groupe qui est le groupe Canal+. Enfin, je veux dire, on fait partie du groupe Canal+. Donc, c'est complètement, c'est un prérequis absolu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir les préoccupations sociales aujourd'hui qu'il peut y avoir dans le groupe Canal. Et voilà. Et donc, nous, on est au cordeau là-dessus. Et ça a été tout le travail de Vanessa. On pourrait presque l'applaudir pour ça. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, en même temps que son taf, elle a dû faire en sorte que tout soit en conformité avec ces exigences-là. Et donc, pour rentrer dans le détail, c'est très simple. Quand un auteur, même dans un pool, en fait, dans le pool, il y a deux manières. Il y a les gens qui sont fixes. C'est-à-dire qu'en gros, pour écrire dans le dézapping, tu vas avoir un fixe, tu vas faire partie du pool. Et ensuite, il y a la paternité des textes qui sont revendiqués dans le cadre d'une déclaration, comme n'importe qui ferait une déclaration sur la paternité d'un texte. Et après, il y a les auteurs occasionnels qui, eux, sont rémunérés sur des segments de texte, puisque le dézapping est comme un mini sketch show. Il y a à peu près 7 séquences dedans. Donc on considère par exemple que, je sais pas, il va y avoir 3 séquences qui vont être écrites par le pool et 4 autres qui vont être écrites par des gens tiers. Comme des pigistes, quoi. Exactement, aussi comme toutes les émissions télé. Par exemple, j'ai travaillé sur Scène des ménages, ça fonctionnait exactement de la même façon. Sur d'autres émissions, ça fonctionnait de la même façon. C'est-à-dire que vous avez des auteurs extérieurs qui viennent, qui travaillent pour un segment et qui après sont des auteurs extérieurs. Voilà. Et quand l'auteur il vient voir un réalisateur qui lui dit tiens là tu vas travailler comme ça. Parce que là vous avez été plus loin, vous avez l'auteur, une fois qu'il écrit, il continue à faire du travail, il continue à faire de la création. Il est quoi à ce moment-là? En fait, s'il a envie de venir, après c'est des gens qui travaillent avec nous sur tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire que Tariq, je parle sous ton contrôle, mais Tariq, il est directeur d'écriture du zapping, mais il va potentiellement aussi écrire sur une pub, il va écrire aussi sur une autre série, il va écrire sur une vidéo Studio Movie, il va écrire sur une vidéo Studio Bagel, et à la finale, il va avoir une rémunération qui est composée de tous ces segments de choses qu'il fait. Et après, s'il a envie d'accompagner en fonction de son temps et son emploi du temps, un réalisateur en partageant avec lui en réunion une vision sur un sketch, je sais pas, c'est ton droit ou c'est ton choix, quoi. C'est une chanson de après, derrière, c'est une question de choix, c'est-à-dire si on a envie juste d'écrire le texte et de laisser faire la réalisation, le monteur, tout ça, on a tout à fait le droit. Si on a envie derrière d'être ici, c'est justement, on a la chance d'avoir des réalisateurs et des monteurs qui nous laissent un droit de regard et qui nous laissent pouvoir interagir sur la suite de notre travail, quoi. Et surtout, ça se passe au même endroit. Ils ont juste à descendre un étage et à voir le tournage du sketch. Donc ça peut se faire aussi pendant des journées où ils travaillent sur d'autres trucs. Je voulais ajouter une réponse. Je travaille à la SACD et donc tous ces auteurs viennent déclarer leurs œuvres pour être rémunérés en droit d'auteur. Et je vous assure qu'ils se mettent autour de la table et en discutant, ils décident de quelle contribution ils ont fait et quelle part ils s'attribuent les uns les autres. Donc il n'y a aucun problème s'ils ont fait un peu de réalisation ou un peu d'écriture. Ils se mettent d'accord très naturellement. Il n'y a pas de problème sur leur contribution. C'est une question hyper légitime, il n'y a pas de souci. C'est vrai que on pourrait croire que c'est un joyeux bordel, mais c'est pas possible parce qu'on sort 50 minutes à peu près de programme par semaine. Donc si c'était un joyeux bordel, je pense qu'on serait tous 6 pieds sous terre. Au contraire, c'est très très organisé. Un auteur, il a un contrat de cession de droit d'auteur, un comédien, il a un contrat d'artiste-interprète.
C'est une société de production classique dans son organisation. Ça déconne pas avec Vanessa. J'ai jamais Pas vu du tout, porter de la ça déconne couleur. pas. Ok. Bonjour. En février dernier, il me semble que YouTube a durci les règles pour les vidéos sponsorisées et les placements de produits. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça a un impact pour vous sur la monétisation des œuvres? Pas eu de... En fait, c'est un mythe. D'accord. En fait, moi, j'ai eu peur quand j'ai vu ça, parce que je dis, ah merde. Donc, alors, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas de on n'a pas le droit au CNC. Ouais. On est hyper limité en termes de subvention, et le seul truc qui nous restait, à savoir le placement de produits et le fait de travailler avec des marques, on n'y a pas le droit non plus. On va juste arrêter, en fait. Donc, en fait, je les ai appelés, et ils m'ont dit, non, en fait, c'est une espèce d'exégèse bizarre d'une interview d'un canard américain. Mais en fait, quand on regarde les advertisement policies de YouTube, rien n'a changé. Le seul truc qu'on n'a pas le droit de faire, mais ça c'est malhonnête, donc on ne va pas le faire, c'est par exemple de mettre un billboard intégré à sa vidéo. C'est-à-dire que si moi demain je upload une vidéo dans laquelle il y a un cristalline présente, là c'est pas cool. C'est-à-dire qu'en fait je vais vendre un espace caché. Et dans ce cas-là, YouTube voilà, ils n'acceptent pas la vidéo. Et c'est le seul truc. Mais ça nous on l'a jamais fait. D'accord. Et on va pas le faire parce que de toute manière personne ne nous le demande. Si un annonceur veut acheter un spot, il l'achète en pré-roll, dans le cadre de la régie YouTube ou de notre régie. Et par ailleurs, vous confirmez qu'aujourd'hui, sur toutes vos productions, vous n'avez jamais de soutien du CNC? Non, on ne peut pas avoir de soutien du CNC parce qu'on n'est pas considéré comme des... En fait, une chaîne, c'est la nature très complexe de l'objet chaîne YouTube ou de l'objet page Facebook. Ce n'est ni une série, ni une chaîne. Donc, en fait, si on avait voulu, à la limite, on aurait pu faire une espèce de bible de ce qu'était Studio Bagel. Mais en fait, on n'aurait pas pu avoir des éléments sérialisés, puisque chaque vidéo qu'on sortait était des vidéos différentes, avec parfois des personnages différents, etc. Donc, on n'était pas éligible au titre de la web-série. Et après, le problème, c'est que si à chaque fois qu'on veut faire un court-métrage, on fait un dossier et on fait un dépôt, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on est en train de travailler, et c'est pas du tout contre le CNC, puisque moi, je fais partie d'une commission aujourd'hui, qui est la commission de Céline Sciamma, et donc je suis très fier d'y appartenir, et c'est super intéressant les débats qu'on a. Mais justement, on est en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une évolution dans le rythme d'attribution des aides, dans les critères, et dans la manière aussi dont on qualifie certaines choses aujourd'hui qui se font dans le digital. Et je peux vous assurer que le CNC, je ne parle pas en leur nom, mais vous leur demanderez, mais est très concerné par tout ça et regarde ça de près, et je pense va y apporter des solutions très prochainement. Parce que c'est vrai que c'est tout un pan de la création qui n'est pas couvert. Oui, mais si par exemple tu fais dans le futur, là, dans ce que alors tu la meuf me tutoie direct, quoi. Bah ouais, c'est comme ça. Dominique Clément, illustre productrice. Si tu fais des séries comme tu prévois de le faire, avec éventuellement une bible, des personnages récurrents, des choses comme ça, oui, a priori tu rentres dans de l'œuvre. Bien sûr, si elle est sur des chaînes dédiées du web, etc. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On a des séries qui sont en préparation. Et qu'on va annoncer bientôt. Et oui, bien sûr. Mais après, même dans ce qu'on a fait à l'antenne, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais speakerine, des zappings, tout ça, c'est pas éligible parce que c'est considéré comme du sketch. Donc là aussi, on tombait, pas sous les critères qui étaient éligibles. On aurait eu peut-être la possibilité d'avoir une aide sur Groom Service, qui est une série qu'on a fait il y a 2 ans, qui était un truc pour le coup pas trop sketch. Mais au sélectif, on n'a pas été retenu parce que le dossier était mal ficelé, c'était de notre faute. Puis on s'était pris un peu tard. Donc voilà. Mais oui, bien sûr, oui, tu as tout à fait raison. Une autre question? C'est silencieux. Moi, j'aimerais peut-être juste revenir à la jeunesse de ce projet. Ah, il y a une question là-bas, monsieur. Voilà. Oui, bonjour. Je me posais la question, quel est le pourcentage des programmes que vous pensez, que vous savez plutôt réellement pouvoir amortir uniquement sur Internet? Parce que sur le top premium, on est sur un mini court-métrage de 8 minutes en respectant l'intégralité du circuit réglementaire, convention collective &co. Ça devient très compliqué. Alors que sur les tutos, un personnage face cam, on le comprend plus facilement. Donc qu'est-ce que vous autorisez comme... pourcentage de programme, entre guillemets, c'est un peu du luxe parce que c'est de l'image et on se permet de faire des choses qui nous font plaisir. Et de l'autre côté, les programmes où on se dit, bon, ok, là, on fait un peu plus gaffe et parce qu'on a quand même besoin d'amortir les coûts. En fait, tu as tout à fait raison, on raisonne exactement comme ça.
on se dit peut-être aller 2 programmes pauvres pour 2 programmes riches. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, on va essayer de réfléchir à des trucs pas trop chers, 50% du temps, et 50% du temps, on va se lâcher. Mais après, on raisonne moins comme ça, c'est-à-dire qu'on raisonne plus en budget global. Tu vois, et donc on va se dire, bah tiens, on a fait une OP ce mois-ci, tiens, ça nous a rapporté, donc tiens, là peut-être on peut investir. Voilà, on va avoir une gestion un peu plus épicier du truc. Sans aucune animosité pour les épiciers. Mais on est quand même bien d'accord que voilà, tout ce qui est top premium où vous avez tourné enfin, les plus belles de vos vidéos sur lesquelles on voit bien qu'il y a quand même plus de moyens, plus d'équipes, on ne pourrait pas décliner ça à l'infini, on ne pouvait pas lancer ça d'un coup. Non, mais en fait sur Studio Bagel, en fait, on a splitté les projets. Sur Studio Bagel, on ne fait que ça maintenant. C'est-à-dire qu'on ne fait que des trucs qui sont chers, entre guillemets. Parce qu'on se dit que chaque année il faut amener un standard, enfin voilà, essayer de progresser en qualité. Donc on fait moins de vidéos cette année que l'année dernière, on en fait moitié moins, mais quand on en sort, on essaie de ce que ça soit hyper haut niveau, et on met les moyens pour que les réals et les auteurs et tout ça se fassent plaisir. Sur les autres chaînes, il y a moins d'attente puisque c'est des nouvelles chaînes, Studio Movie, Studio Gaming, etc. Donc on est un peu plus à la cool, c'est-à-dire que si vraiment il y a un projet de texte qui nous est amené, qui est vraiment génial, on va se dire ok, on va mettre l'argent. Mais sinon, on essaye de trouver des projets qui sont dans une économie raisonnable. Tu vois. Et avec du feuilletonnant possible à venir ? En fait, le feuilletonnant, c'est compliqué parce que on préfère se dire sur une chaîne, on va par exemple, Bat et Gaël, on travaille 4 vidéos par 4 vidéos. C'est-à-dire qu'on va faire des sessions de tournage, mais ça peut-être que Vanessa peut en parler. Sur Bat et Gaël, ouais, on fait 4 vidéos en 2 jours. Parfois, on en fait 3 en 2 jours. À ce moment-là, on en fera 5 l'autre fois. C'est vraiment... En général, c'est ça. On en fait 4 en 2 jours. Mais c'est ce qui nous... En fait, plus on a les textes, plus on arrive à être exigeant sur les dates de rendu des textes, plus en fait, on peut économiser de l'argent. Et en fait, on peut être ambitieux. Donc, en fait, des fois, on a l'impression qu'on a mis beaucoup d'argent sur les trucs, mais en fait, c'est juste parce que les auteurs, ils ont travaillé dans les délais, mais c'est pas lui. En plus, lui, il rend bien ces trucs dans les délais, mais il y en a d'autres qui sont compliqués. Et du coup, là, on arrive à anticiper. Vanessa arrive à faire des prépas avec son équipe qui peut nous faire, entre guillemets, gagner de l'argent, parce qu'on va mutualiser le tournage. Voilà. C'est exactement ça. Après, c'est de la prod, hein, je veux dire. Des fois, on a l'impression, on pourrait avoir l'impression que ce sketch-là est cher ou machin, pas forcément en fait. C'est juste que c'est très organisé. Et après, on a des réalisateurs qui sont des escrocs. Et en plus, on a des réalisateurs qui sont des expos. On sait faire un aéroport avec un hall d'immeuble. On a tourné une scène pour le sketch déjà vu. On a fait croire que c'était un aéroport alors que c'était la Cité des Sciences. On a juste mis des sièges côte à côte et puis des gens qui marchent avec des valises. Et on a imprimé des avions dans le fond qui étaient flous. Et ouais, on fait souvent ça, des petites escroqueries. Pour donner l'impression que c'est immense, qu'on est dans des décors de ouf, alors qu'en fait c'est juste une question de cadrage ou une question d'ambiance sonore. De récupérer des stock shots et de les retraiter, un plan d'hélicoptère. Dans Mission 404 par exemple, c'était ça la bidouille à chaque fois, parce qu'évidemment on n'avait pas le budget pour faire un film d'heroic fantasy, donc c'était j'allais choper des stock shots d'un hélico qui filme en pleine montagne, on rajoute un petit château en post-prod et après on fait des champs contre champs très serrés de 2 mecs en costume qui se parlent et on a l'impression d'être dans la comté. Une autre question ? Je crois là-bas. Le temps que le micro arrive. Salut. Je voulais juste demander, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des sujets sur lesquels vous avez un super élan, 1 ou 2 ou 3 ou tous de vous, et que vous êtes obligé d'arrêter parce que ça marche pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'on commence à développer des textes qui ensuite on se dit c'est pas bon ? Je parle de sujets, je parle pas de sujets. Des sujets sur lesquels vous avez un super élan et qui ne sont pas accueillis et que vous arrêtez. Qu'on a arrêté. Bah, écoute, ça nous est pas encore arrivé, mais en fait, on est vraiment dans la remise en cause. Et c'est aussi, je reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'équipe et sur la notion de hiérarchie. Même si c'est moi le boss, on a un échange qui est toujours. C'est-à-dire que moi, souvent, je prends un exemple. Par exemple, la vidéo, une des premières vidéos, qui était la parodie de la pub Yop, en fait, qui a cartonné. Elle a fait genre 7 millions, 8 millions, je sais plus.
En fait, moi, je l'ai vu cette vidéo et je suis tombé de ma chaise. C'est-à-dire que j'ai dit, mais c'est pas possible, on va pas diffuser ça. Pardon pour la comédienne, mais je trouvais que la comédienne n'était vraiment pas en place, que c'était vraiment compliqué et ça me faisait pas rire, quoi. Et donc, voilà, j'ai plié puisque la vidéo était diffusée. Donc en fait, parfois, on a un feeling et en se confrontant à la discussion, on peut inverser ce feeling. Et ça, là, c'est dans un sens positif, et ça a été le cas aussi dans un sens négatif. Il y a eu, moi, parfois des logiques que j'ai pu développer en me disant, tiens, c'est intéressant en tant que projet de producteur, mais qui n'emporte pas l'affection des gens. Et si c'est pas, entre guillemets, adopté par les gens qui vont le porter facialement, ça peut pas marcher. Donc voilà. Mais j'ai pas d'exemple précis là. Merci, ça répond bien. Ça répond, d'accord. Ouais, ça fait peur aussi un peu. Ça fait peur quand je dis. Ah ouais, ce que vous dites là, ça fait un peu peur. C'est-à-dire, on arrive là, on se dit, GL, on m'a dit que c'était super. Bon, c'est vrai que là, vous parlez vachement marketing quand même. Hein. Alors, pour moi, c'est pas un gros mot marketing parce que sans la. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez dit, c'est pas un but, c'est un moyen, mais non, c'est quand même, vous en parlez. C'est un moyen, c'est pas une fin. Ouais, mais moi, ma formation, elle est clairement hybride. Hein. Moi, je suis quelqu'un de sciences humaines et en même temps quelqu'un de marketing. Et je pense que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tant que producteur, aujourd'hui, on doit être, et d'ailleurs en tant que même réalisateur, ou en tant que directeur de prod, ou en tant qu'auteur, on doit ne pas ignorer l'impact de ce qu'on a sur un public. Et en fait, c'est ça le marketing pour moi. C'est pas faire des yaourts, c'est juste se poser des questions sur qui est notre public, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ça ne veut pas dire lui donner exactement ce qu'il aime, parce que sinon on n'aurait pas fait ça. Hein. Si on avait cherché à avoir une logique marketing sur Studio Bagel, on aurait fait du podcast. Parce qu'à l'époque, ce que les gens adoraient, c'était du podcast. Donc en fait, on aurait fait du podcast à 12. Ça aurait peut-être été bien, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on a fait. On n'est pas allé chercher quelque chose en étant putassier. Justement, s'il y avait eu une logique marketing, en saison 3, on n'aurait pas choisi de faire des 13 minutes, qui n'est pas du tout un format qui existe vraiment sur Internet. On aurait continué à faire plein de tutos, plein de Le Blanco, plein de machins, plein de trucs, pour satisfaire des communautés qui existent déjà au sein même de notre communauté. C'est pas ce qu'on a fait, donc déjà, de base, non, c'est pas du marketing. Et moi, en tant que réalisateur, tout ce qui est placement produit ou même du marketing, ça nous aide en fait, ça nous offre une plus grande liberté, même si c'est très bizarre à dire, mais ça nous permet d'avoir beaucoup plus de moyens, d'encadrement, etc. et de penser à des choses qui sont encore plus folles. Parce qu'on est très vite, on peut être très vite limité en fait. Je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que placement produit, pub, etc. c'est mauvais, parce qu'à un moment donné, quand une scène toute banale, mais on va avoir un gars dans la scène qui regarde un téléphone, dans tous les cas cette scène doit avoir lieu. Bah, si ce téléphone, il faut que ce soit un Sony, un Apple ou je sais pas quoi, pour que ça nous aide à nous donner un peu plus de budget pour avoir un plan grue, un plan en hélico qui aide à la mise en scène, moi ça me dérange pas et je trouve que c'est carrément cool. À partir du moment où ça se finit sur un pack shot, où on voit un énorme produit, on le montre et on en parle, là c'est de la pub et là je suis d'accord que c'est chiant de parler marketing, mais à partir du moment où ça nous aide, où ça nous offre plus de liberté, je suis carrément pour en fait. Mais après, si on a dessiné un nouveau modèle pour le futur qui est celui du payant, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a bien compris que les collaborations avec les marques, c'est quelque chose qu'il faut faire avec parcimonie. Il faut le faire quand c'est intéressant et quand c'est des vraies collaborations. Après, si les gens veulent du contenu de qualité, eh ben, il faut qu'ils s'abonnent et il faut qu'ils payent. C'est pas compliqué. Hein. Je veux dire, on va pas financer... ou alors on est extrêmement riche et on finance à fond perdu des choses comme des danseuses, mais malheureusement, c'est pas notre cas. Enfin, en tout cas... Si peut-être ils ont de l'argent caché et ils n'investissent pas là-dedans, peut-être dans les vêtements ou dans les cheveux. Mais voilà. Et donc soit on a des mécènes, soit on a des business models qui sont le payant ou la pub. Et jusqu'à ce qu'on réinvente autre chose, moi je suis preneur, hein, on peut brainstormer. Mais voilà. Ouais, bon, de toute façon, on est tous des agents doubles. Hein. On est d'accord. On se démerde comme ça. Hein. Mais le tout, c'est d'arriver à faire autre chose que d'avoir un costard pour mieux n'en avoir pas, quoi. Tout à fait d'accord. Voilà, ça dure depuis des civilisations, cette histoire. C'est une question juste devant, madame. Moi, je voulais juste rebondir vite fait. Comment est-ce que vous gérez en fait, justement le côté marketing ? Est-ce que les gens viennent à vous tout naturellement, et c'est vraiment le cas dans la majorité, j'imagine ? Est-ce que vous avez une batterie
community manager, est-ce que vous investissez sur Facebook pour faire venir les gens? Comment est-ce que ça tourne? Aujourd'hui, quand on dit marketing, j'ai l'impression qu'on mélange deux choses là. On a parlé des rapports avec les marques et du métier d'agence qu'on a structuré chez nous avec une équipe qui fait ça uniquement, mais qui est très proche de l'équipe contenu parce qu'on ne peut pas développer ça loin de manière hermétique parce que sinon c'est pas réussi pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Et après il y a le vrai marketing entre guillemets de Studio Bagel, c'est-à-dire comment nous on se considère comme entre guillemets un média et comment, je sais pas, comme il y aurait un service marketing à Canal+ qui va dire on va essayer de médiatiser notre marque, etc. Ce truc-là, aujourd'hui on le fait pas vraiment parce qu'en fait on a un marketing qui n'en est pas un, c'est-à-dire qu'on a une approche assez naturelle du discours qu'on a à faire à nos publics. C'est-à-dire qu'on s'exprime assez naturellement. Quand on lance une vidéo, on va utiliser nos moyens à nous, à savoir un tweet, un post Facebook, un Vine, etc. On va pas investir pour promouvoir du lancement de chaîne. On n'a pas eu besoin de le faire. Et c'est plutôt chouette parce qu'on économise pas mal d'argent. Mais voilà, on le fait. Ça nous arrive de le faire dans le cadre d'opérations spéciales parfois, quand on a envie que la vidéo démarre bien, parce qu'en fait, les vidéos sont des vidéos... c'est un peu comme les courants marins, c'est-à-dire que soit on chope un flux et on est emmené et on a pris les alizés et on traverse l'Atlantique facilement, mais des fois, il faut vraiment que le push se fasse au bon moment. Donc c'est plus des histoires de calage, vraiment, que d'investissement. Parce que si on voulait acheter les vues, on aurait dépensé des millions. Parce qu'on a dépassé le milliard de vues là, sur l'ensemble des chaînes. Donc acheter 1 milliard de vues, c'est bon courage, quoi. Donc voilà. Si la question était est-ce qu'on achète les vues, la réponse est non. Non, mais oui, c'était comme mais enfin voilà, en tout cas non, on dépense pas en marketing. Enfin pas trop, quoi, on va dire. On a fait des autocollants. Mais est-ce que c'est considéré comme du marketing? Qu'on a découpé nous-mêmes. Je crois qu'il y avait une question juste devant, madame. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser de travailler avec une marque ou est-ce qu'on peut rire de tout avec votre audience? Oui, bien sûr, on a eu beaucoup de sollicitations, c'est normal, parce qu'on a une audience et qu'on touche un certain nombre de personnes. Donc il y a eu plein de marques pour des questions diverses, soit qu'elles avaient une ambition de contenu qui ne correspondait pas au budget, parce que les gens sont persuadés que ouais non mais c'est sur Internet, donc c'est pas cher. Non en fait, parce qu'une caméra ça coûte la même chose qu'en télé. Même si c'est pour faire de la vidéo sur Internet. Donc il y a cette raison-là. On n'a pas les moyens de faire quelque chose de bien, donc on ne le fait pas. Et après, il y a des marques qui ne sont pas des marques auxquelles on aimerait associer Studio Bagel, quoi, parce que ça ne correspond pas à ce que notre public... En fait, on se pose toujours la question de se dire, si on était à la place de nos abonnés et qu'on annonce un partenariat avec X ou Y, comment les gens réagiraient? On se pose toujours cette question-là. Et parfois la réponse est non, c'est nul, c'est pas une belle association, donc on le fait pas. Même si des fois ça nous est arrivé il y a 1 an de refuser un truc très 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 bien payé parce que la marque ne correspondait pas et que ce qu'ils nous demandaient n'était pas du tout correspondant à notre envie de faire des contenus, quoi. Et est-ce que vous pensez que vos concepts peuvent s'exporter? Alors en fait c'est une très bonne question parce que justement on n'a pas eu du tout l'approche format. D'ailleurs, je pense qu'aucun créateur de concept web uniquement, il n'y a pas eu vraiment de gros formats comme dans le monde des formats, dans le flux, dans le divertissement et tout, où il y a vraiment un marché des formats avec le MIP et tout ça. Il n'y a pas de marché des formats des créateurs YouTube ou Facebook parce que, en fait, il n'y a pas de structure derrière ces gens-là. C'est des gens qui, je pense, ne savent même pas que, je pense à Norman ou Cyprien, ils ne se posent même pas la question. Parce que ça ne les intéresse pas. Ils font leur truc dans leur coin, ils font leurs vidéos en France et tout. Nous, on se dit que parfois, il y a certaines vidéos qui seraient éventuellement des formats, les tutos, je pense pas, parce que c'est quand même très lié à la personnalité du gars, qui est Jérôme Niel, mais peut-être d'autres trucs. Oui, effectivement, c'est exportable. Mais en tout cas, si vous représentez un distributeur, on peut en parler. Une autre question dans la salle? Non, il n'y a personne. Je crois qu'ils ont épuisé le stock de questions. Juste par rapport à la diversification du public, justement en passant au payant, avec cette idée, est-ce que c'est une crainte que vous avez à l'esprit de dire on va peut-être perdre
des gens qui nous suivent depuis longtemps, ou au contraire, on va trouver un autre public, ou on va amener les gens qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, qui ont grandi avec nous aussi, pour aller un petit peu plus loin? En fait, non, c'est plus l'idée de travailler sur des ensembles de personnes qui nous suivent. Il y a des gens qui je pense, nous suivent vraiment et ne correspondent pas aux 2 millions d'abonnés qu'on a, qui sont peut-être moins importants, qui sont peut-être 10 000, 20 000, qui, je pense, seront hyper contents de voir qu'on peut les amener sur de la série et de voir qu'on peut développer ce genre de logique-là. Et donc pour eux, et pas avec une volonté de se dire on va faire 1 million d'abonnés, mais pour eux, on se dit que c'est intéressant. Parce que voilà, c'est ce qui correspond à une niche. Mais en fait, nous, on a toujours travaillé sur les logiques de niche. Même en ayant beaucoup d'abonnés, on reste une niche à l'échelle de médias traditionnels. Donc en fait, c'est là-dessus qu'on travaille. Après, c'est des sous-niches, quoi. Donc effectivement, comme tu le dis, je pense qu'on va peut-être être suivi par un petit groupe de personnes. Mais voilà, mais ça va être un test qu'on va faire là-dessus. On verra bien si ça prend ou pas. Mais on pense qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à... Je pense que les gens sont prêts à payer pour se débarrasser de la pub, sont prêts à payer pour avoir leur contenu en download to go. YouTube va annoncer la sortie de son appli payante où ils vont proposer notamment des services comme le download to go. Donc ça veut dire la capacité de pouvoir télécharger des trucs pour regarder après. Hein. Le truc où il n'y aura pas de pub sur les vidéos. Enfin, toute cette série de services qu'on va pouvoir retrouver. Et je pense que de plus en plus, on va aller vers ces modèles-là. Parce que c'est pas grand-chose, on paye tous les jours quasiment. Enfin, certains, quand ils jouent à des jeux, payent du micro-paiement, que ce soit sur Facebook ou sur les applis. On est habitué à faire du paiement in-app de 99 centimes, 2 €. Pourquoi on ne le ferait pas pour s'abonner à un service, pour recevoir de la vidéo ou du contenu premium et intéressant qui nous parle de manière communautaire? Est-ce que vous pensez que ça va vous pousser aussi, avec cette notion qualitative que vous avez depuis le départ, à encore la développer plus, du coup des moyens encore plus grands? Est-ce que ça sera quelque chose qui sera naturel? Je pense, ouais. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être pour le réalisateur. Je n'ai pas totalement compris la question. Non, mais le fait de passer au payant et d'avoir peut-être un nouveau public, ça va aussi vous pousser en termes qualitatifs. Hein, c'est une notion que vous avez mentionnée au départ, qui est extrêmement importante. C'est un peu une marque de fabrique d'augmenter cette qualité encore. Ouais, après j'ai l'impression qu'on donne le maxi. Enfin, non, mais en fait, l'idée c'est effectivement ça. Que ce soit payant ou gratuit, on y met la même volonté. On y met la même volonté, mais c'est vrai que sur le payant, si on y travaille, il va falloir réfléchir à la manière de sérialiser et d'emmener les gens sur des histoires plus longues. Donc en fait, au-delà de la qualité, c'est plus la logique d'écriture qui sera différente. Je ne pense pas qu'on mettra plus d'argent à la minute, mais en tout cas, on va plus essayer de réfléchir sur des logiques qui nous amènent à être dans les séries pour vraiment construire quelque chose de patrimonial, quoi, un univers. Parce que c'est vrai que ça peut être fatigant de travailler tout le temps sur des logiques très courtes et une vidéo en chasse une autre, quoi. Et ça, c'est un peu... je pense que même les auteurs, je pense que c'est un truc, à un moment donné, c'est bien aussi de se projeter et de travailler sur des séries. Travailler sur des arcs entiers, en fait. Oui, la série, c'est ça, c'est que ça change la façon d'écrire, la façon de produire. C'est-à-dire que moi, ça change aussi ma manière d'imaginer un format. De toute façon, pour chaque chaîne YouTube qu'on a au programme télé, j'ai pas du tout forcément le même modèle. Ça va dépendre de la teneur du texte, pourquoi, la réal, comment ça va se passer. Et là, c'est simplement, au lieu de tourner effectivement au coup par coup de temps en temps, là, ça serait sur une série tournée tout d'un coup, comme tout le monde fait en série. Mais après, que ce soit payant ou gratuit, c'est juste que ça change de l'organisation. Ouais. Moi, le support, mon découpage ne va pas changer en fonction du support après, en fait. Comme la façon d'écrire ou la façon de produire. Après, les mecs qui font un débat entre eux, tu sais. Mais je suis pas d'accord, monsieur. Non, mais pas d'accord avec vous. Mais en fait, sur les thématiques, par contre, je trouve que si tu es sur du payant, à mon avis, on a moins de personnes, hein, forcément. Et donc, forcément, tu peux prendre plus de risques aussi. Avec les vannes, tu peux prendre plus de risques avec les thématiques. C'est comme ça que, je veux dire, après, on réinventerait. Hein. Je veux dire, Canal, HBO et tout ça. Ils sortent des séries exigeantes aussi parce qu'il y a un faible nombre de personnes qui sont abonnés, plus faibles que les gens qui sont des téléspectateurs de TF1 sur un prime time, quoi. La notion d'écoute conjointe qui est chère à M6 et tout ça, elle est gommée. On s'en fout en fait d'avoir les gens de 7 à 77 ans devant le poste. Nous, et encore plus quand on développera du payant. Ce qui nous intéresse, c'est de toucher les gens à qui ça va parler, ce qu'on va faire, point. Pour terminer, j'aimerais juste revenir à la genèse de ce projet, sans peut-être le doigt d'honneur, mais
Qu'est-ce qui vous a permis de rassembler toutes ces personnes au départ? Qu'est-ce qui a été le ciment? Vous aviez cette passion et puis cette envie. L'alcool, et le GHB. En fait, il me semblait qu'il y avait quelque chose de sous-jacent. En fait, à la base, on était déjà tous très potes depuis un bon bout de temps, depuis 4-5 ans, parce qu'on a tous commencé en même temps en 2006-2007 sur Dailymotion et YouTube, donc on se connaissait déjà tous. On commençait déjà à faire des vidéos ensemble, et la volonté de monter un collectif commençait à venir de plus en plus. Et c'est là où Lorenzo et YouTube nous a proposé justement de créer cette chose. Donc en fait, c'est déjà une famille de base, des gens qui se connaissaient. Ça n'a pas été une création d'une boîte où on va mettre des gens qui ne se connaissent pas. C'était vraiment que des potes à la base. On a fait c'est très familial en fait. Comme un week-end, je sais pas comment dire, mais comme quand tu fais un dîner où tu te dis, bon bah alors on va inviter ces personnes-là qui se connaissent, mais ceux-là se connaissent pas, mais par contre il y en a un dans la bande qui connaît celui-là. Et donc tu constitues comme ça une tablée de gens qui ont tous moins de 6 degrés de séparation entre eux. Et grosso modo, voilà, c'est un peu comme ça qu'on a constitué le truc au début. Et nous, on les a convaincus avec l'idée de dire on va pas spécialement chercher à faire de la télé, on va pas spécialement chercher à... Voilà, on va juste essayer de vous donner les moyens de faire des trucs que vous n'avez pas l'occasion de faire. Généralement, quand on tient ce discours à des gens qui ont de l'ambition et qui ont envie de faire des trucs comme les gens qui sont là, bah, ça marche. Et face à nous, au même moment, se montaient d'autres projets et avec des gens peut-être beaucoup plus convaincants et tout ça. Mais je pense qu'on a convaincu en ayant un peu cette approche justement un peu rebelle. Enfin, dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens cheveux gras et tout ça. Et alcool à foison. Merci messieurs. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question. Sinon, voilà. Vous faites des séries très... Ça marche? Oui, c'est bon. Vous faites des séries 13 maintenant. Est-ce que vous êtes lié à une chaîne du cinéma? Est-ce que vous y pensez déjà au film long métrage et avec votre troupe de talent? Est-ce que vous pensez aussi au spectacle vivant, à la scène? Il y a 2 sujets en fait, parce qu'il y a 3 sujets. Le spectacle vivant, on a fait un truc à Montreux il y a 1 an et demi, qui était un truc sympa, une initiative plus carte blanchesque qu'une vraie logique de dire on va développer un spectacle, voilà, parce que c'est beaucoup de travail, et surtout beaucoup de travail en collectif, et c'est compliqué. Que déjà de faire un travail sur un humoriste sur scène, c'est une tannée, alors 12 sur scène... c'est compliqué de faire monter 10 personnes ensemble sur scène. Tariq a travaillé sur le spectacle, et Tariq aussi vient de la scène. Donc, parce que j'ai bossé sur la scène avec des duos ou des spectacles solo, et faire travailler 10 personnes ensemble qui viennent du web, qui ne sont jamais montées sur scène, qui n'ont jamais fait des spectacles vivants. À part Kevin Razi, Yvick et Monsieur Poulpe, c'est une expérience totalement différente. Ce n'est pas le même univers. Ouais. C'est pas forcément logique. Nous, on considère que ce média scène est un média différent du média web. On le voit bien avec Norman. Hein. Norman, il n'est pas arrivé la fleur au fusil. Il a bossé, il a travaillé son spectacle avec un grand nom du métier de la scène, Kader Aoun. Ensuite, il a travaillé, il a rodé ça, etc. On n'a pas du tout l'approche opportuniste. On pourrait faire une tournée en mode boys band avec un spectacle très mal rodé. Et ça marcherait. Hein. Je pense que ça marcherait. Je pense qu'on aurait un producteur qui nous donnerait beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, qui en perdrait beaucoup. Mais on n'a pas voulu se disperser. On avait déjà beaucoup d'autres projets et beaucoup de trucs en télé ou sur le web, et on a préféré se concentrer sur ça. Sur ta question sur le cinéma, oui, bien sûr. Mais là, il y a 2 sous-parties, on va dire. Il y a la première, c'est je pense que les talents, de manière individuelle, vont en faire, en ont déjà fait pour certains, et continueront d'en faire. Voilà, Ludo, je pense que ça fait partie de tes envies, enfin, tu vois, que ça soit avec nous ou sans nous. Alison Wheeler a déjà fait plusieurs longs métrages, elle continuera d'en faire, et je pense qu'elle a été même nommée meilleur espoir féminin, et puis elle était Talent Cannes il y a 3 ans, donc elle est déjà dans le milieu du cinéma. Et là, je pense avec le coup de projecteur de Bagel et de la météo, elle va encore plus continuer d'en faire. Maintenant, la question, c'est collectivement, oui, je pense qu'on a envie. Après, il faut écrire le bon projet. Ça ne sera peut-être pas tout le collectif, ce sera peut-être une partie. Et après, il y a encore peut-être un 3e truc, c'est que moi, en tant que producteur, et notre équipe a envie, et ça sera peut-être dans pas trop longtemps, mais sous une bannière qui n'est pas Bagel, mais sous une bannière qui est juste nous, producteurs, et on a envie de le faire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, produire du court, on a produit, je sais pas, 200 courts-métrages en 3 ans,
en 2 ans et demi, je pense qu'on est bien armé. Enfin, je pense qu'il y a des producteurs qui font des films avec moins d'expérience. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas y aller, quoi. Donc voilà. C'était une réponse un peu de jésuite, mais voilà. Très bien, moi je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je crois qu'on peut aussi les applaudir. Merci beaucoup.